Bonjour à tous. À l'occasion du mois sans tabac, le service de tabacologie de Sorbonne Université, regroupant les hôpitaux de Saint-Antoine, Pitié-Salpêtrière et Thonon, organise une conférence concernant l'arrêt du tabac. Pour cette conférence, 4 de nos experts vont intervenir. Il s'agit du docteur Anne-Marie Rupert, médecin pneumologue, responsable de l'unité de tabacologie de l'hôpital Thonon, du docteur Fatima Amrioui, médecin attaché en tabacologie à l'hôpital Thonon, du docteur Claire Gourrier-Fréry, médecin de santé publique et tabacologue exerçant à la Pitié-Salpêtrière, et enfin du professeur Yvan Berlin, médecin pharmacologue exerçant à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 3 thèmes seront abordés par nos experts, le bénéfice de l'arrêt du tabac, mais aussi les craintes que cela peut engendrer, puis nous aborderons les différents traitements validés pour le sevrage tabagique, puis terminerons par une discussion concernant les traitements annexes, dont la cigarette électronique. En novembre, c'est le défi Mois sans tabac. On accompagne les fumeurs pour arrêter de fumer pendant 30 jours. Mais, docteur Claire Gourrier-Fréry, se pose la question des 30 jours. Est-ce vraiment suffisant pour se rendre compte des bienfaits de l'arrêt du tabac? Cette durée de 30 jours a été considérée parce que durant le premier mois, en fait, lorsqu'on arrête durant un mois, on multiplie énormément ses chances d'arrêter complètement. Et les bienfaits de l'arrêt du tabac sont quasi immédiats en réalité. Ils vont être très rapidement visibles pour la personne qui va arrêter de fumer. Donc très vite, dans les premières heures, les 24 premières heures déjà, l'oxygénation du corps va pouvoir se faire dans son intégralité. À quelques jours, une semaine, les poumons, la toux va diminuer. Les autres effets progressivement, qu'ils soient cardiovasculaires, sont très rapides et également dans le premier mois. Et ensuite, par la suite, on aura effectivement aussi très rapidement des effets sur la fonction reproductive, la fertilité, la peau, et tous ces bienfaits se font très, très vite. Merci. Du coup, vous avez parlé des bienfaits de l'arrêt du tabac, mais de nombreux fumeurs se plaignent d'une grosse fatigue à l'arrêt du tabac dès les premiers jours. Comment explique-t-on cette fatigue et comment peut-on lutter contre cette fatigue? La fatigue est quelque chose qu'on peut ressentir parce qu'effectivement, au moment où le corps va se débarrasser de ces impuretés au niveau du tabac, tout le métabolisme se remet en branle. Les systèmes hormonaux des neuromédiateurs aussi sont modifiés. Tout cela va s'épurer et peut créer effectivement initialement une fatigue. Mais elle n'est pas obligatoire, cette fatigue. Et également, initialement, la fatigue est ressentie comme moindre aussi par un certain nombre de personnes, puisque l'oxygénation se fait. Et à ce moment-là, la possibilité de mieux respirer, les troubles de sommeil sont moins importants au moment où l'arrêt va se faire. Et donc, l'impression de fatigue va partir rapidement. Une des possibilités, c'est de pouvoir prescrire de la vitamine C pour booster initialement, effectivement, et accompagner ce démarrage de l'arrêt du tabac. Merci. Docteur Amrioui, on entend souvent les patients craindre d'arrêter brutalement leur consommation tabagique. Est-ce que réduire sa consommation tabagique, est-ce que c'est une bonne méthode? Et surtout, est-ce qu'il y a une réduction du risque concernant sa santé? Il n'y a pas de mauvaise méthode pour arrêter de fumer. Tout ce qui peut aider et tout bout d'arrêt fait mène finalement vers l'arrêt total. Et la crainte vient beaucoup plus des expériences d'arrêt chez les fumeurs très dépendants, sans aide et qui subissent la souffrance à cause du syndrome de manque. Et en général, quand ils sont aidés et qu'ils n'ont pas ce syndrome de manque, qu'ils n'ont pas de problème ni d'irritabilité, ni de difficulté quelconque, et ça rebooste leur confiance en eux-mêmes, ça rebooste leur motivation et ça permet d'arriver à un arrêt progressivement ou brutalement, peu importe, mais ça permet d'arrêter confortablement et de maintenir son arrêt et pourquoi pas de faire tout pour éviter les reprises.
Et du coup, docteur Amraoui, est-ce que le sevrage tabagique peut favoriser l'apparition de maladies? Parce que c'est vrai que ça fait partie des craintes des patients. C'est certains, en arrêtant de fumer, vont se mettre à plus tousser, à être peut-être plus essoufflés, à être plus sensibles à des infections. Est-ce que c'est vrai que des maladies peuvent survenir après l'arrêt du tabac? L'arrêt du tabac est au contraire fait pour améliorer sa santé ou pour ne pas tomber malade. Ce qu'on voit chez certaines personnes, c'est que les premiers jours d'arrêt, à cause de l'amélioration de la muqueuse bronchique, qui fait que les terminaisons nerveuses repoussent, on devient un peu plus sensible et ça permet à l'activité ciliaire de reprendre et du coup l'ex-fumeur qui vient d'arrêter se met quelquefois à tousser, voire à cracher, voire à sentir plus facilement tout ce qui tourne dans l'air, les allergènes, les virus et tout ça, et ça le fragilise un petit peu, mais c'est généralement temporaire et passager. Très bien. Dans les autres craintes qu'on peut avoir, c'est dans les premiers jours du sevrage, plusieurs patients se disent être à fleur de peau, irritables. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour ne pas être irritable comme ça quand on arrête de fumer? Docteur Amrioui. Alors, l'irritabilité est le symptôme majeur en général dans le syndrome de manque. C'est l'arrêt brutal d'apport de nicotine au cerveau qui a l'habitude de fonctionner avec depuis des années qui provoque cette sensation d'irritabilité. Et si on aide le fumeur qui le souhaite et qui en a besoin avec une substitution nicotinique adaptée ou avec un traitement qui est aussi va dans le sens de la suppression ou la prévention du syndrome de manque, généralement, on n'a pas ce symptôme et l'arrêt se passe de façon beaucoup plus confortable. Docteur Gourrier-Fréry, aussi les craintes qu'on a, c'est quand on est en train d'arrêter de fumer, quand on est avec des amis fumeurs, notamment dans des soirées, on a très peur justement de se remettre à fumer. Comment gérer ces moments-là justement quand on est en cours de sevrage? Est-ce qu'il faut refuser de sortir? Alors effectivement, c'est une très bonne question parce qu'on observe qu'au cours de l'arrêt du tabac et lorsqu'on se fait accompagner particulièrement et des substituts nicotiniques et autres traitements, on va en parler tout à l'heure, finalement le désir, le manque se fait peu sentir et donc au quotidien c'est plus facile de passer cette étape. Et les étapes qui sont les plus compliquées sont effectivement les moments de convivialité, de sociabilisation, où là, la dépendance sociale émerge quand la dépendance au niveau corporel est moindre. Le fait de voir les autres fumer, le fait d'être accompagné d'amis, d'avoir cette habitude ancrée en soi de tisser un lien à travers le tabac est compliqué. Donc, certaines personnes, oui, décident, dans les premiers temps, d'espacer ces réunions, ces soirées un peu festives avec les proches ou avec des amis, le temps de passer un peu ce cap de désorganisation, de reprendre confiance en soi aussi, hein, par rapport à sa capacité à dire non, à faire face à ça tranquillement. Donc ça, certaines personnes préfèrent en passer par là. Mais de toute façon, à un moment donné, il va bien sûr falloir reprendre ces contacts. Et c'est important aussi que le cerveau, le corps, retrouve du confort, retrouve du plaisir à être les personnes sans la cigarette. Et donc, à ces moments-là, ce qui peut être important aussi, c'est que l'environnement, les amis, sachent très vite que l'on est dans cette démarche d'arrêt du tabac. De manière à se faire épauler, à se faire aider, appuyer, et donc la tentation soit moins forte. Lorsque les personnes sortent pour fumer dehors lors d'une soirée, eh bien, on va préférer être à ce moment-là avec les non-fumeurs, rester et prendre plaisir à du coup ces échanges, ces contacts directs qu'on n'a pas finalement en étant fumeur et en sortant à ces moments-là dans les soirées aussi. Et par ailleurs, on parlera tout à l'heure des aides ponctuelles, des substituts. Et là, dans ces moments-là, peuvent être très utiles les substituts oraux que l'on pourra prendre juste avant des moments compliqués comme ça, ou au moment où on est avec les autres, qui pourront calmer cette envie-là, donc ponctuellement, au moment où d'autres vont prendre la cigarette. S'occuper les mains, prendre un verre d'eau,
plein de petites stratégies que tout un chacun va pouvoir choisir en fonction de sa propre personnalité. Et au fur et à mesure du sevrage, de la confiance en soi qui va s'affirmer, ce sera de plus en plus facile. Merci beaucoup, c'est très clair. Moi, je retiens justement pour nos amis fumeurs de bien penser à se faire aider justement quand on veut être sevré, aussi bien par ses proches, mais aussi par des professionnels de santé. Merci pour ces conseils. Justement, en parlant de convivialité dans la cigarette avec ces soirées fumeurs, docteur Amrioui, que pensez-vous de la chicha, justement, qui peut être quelque chose de très convivial pour des fumeurs? Alors, pour ce qui est de la chicha, c'est un problème de tabagisme, comme tout autre mode de tabagisme. Ce qui pose problème, c'est que dans la tête des jeunes gens ou des adolescents qui l'utilisent beaucoup plus que les autres personnes, c'est pas du tabac, c'est pas toxique, ça donne pas la dépendance. Alors qu'on sait que c'est du tabac, c'est la recherche de nicotine et des effets de la nicotine. Et une chicha qui est partagée en groupe est équivalente à peu près à 40 cigarettes, à 2 paquets de cigarettes. Ce qui fait penser aux personnes qui utilisent la chicha que ce n'est pas toxique, c'est parce que la fumée est moins âcre, moins forte, vu qu'elle passe dans l'eau, elle barbote dans l'eau, donc elle dépose certaines particules, grosses particules. Mais le problème, c'est qu'ils compensent en inhalation, ils inhalent beaucoup plus de monoxyde de carbone. Donc, de ce côté-là, pour l'intoxication au monoxyde de carbone, on pourrait même dire que la chicha intoxique beaucoup plus que fumer les cigarettes. Du coup, je pense qu'il faudrait passer le message que la chicha est toxique et peut créer la dépendance et que pour celui qui a besoin d'aide, qu'il se fasse aider. Pour celui qui n'est pas encore dépendant au début de l'expérimentation, ça serait bien qu'il essaye de l'arrêter. Merci, docteur Amrioui. Très clair aussi sur les dangers de la chicha actuellement, surtout chez nos jeunes. Enfin, on va arriver sur quelque chose d'un peu plus positif, justement sur le sevrage. Pour les patients qui sont sevrés, on se pose souvent la question, c'est à partir de quand, finalement, est-on sevré? À partir de quand peut-on se dire non-fumeur? Est-ce qu'on peut se le dire d'ailleurs? À partir de quand on n'a plus ces envies de fumer? Docteur Gourrier-Fréry, est-ce que vous voulez nous éclairer dessus? Le tabac est une des substances les plus addictogènes qui soient. Cet ancrage qui se fait de façon profonde, surtout quand on a fumé longtemps, est inscrite dans le cerveau. Et on peut être des années après avoir arrêté de fumer et que ça se passe très bien, on n'y pense plus. Et d'un coup peut ressurgir l'envie de fumer. À l'occasion, et il faut être très vigilant d'ailleurs par rapport à ça, à l'occasion d'un stress, de quelque chose qui va rappeler ces moments où on va aller rechercher du réconfort avec la cigarette. Ce sont des envies qui ponctuellement peuvent émerger encore après le sevrage et on le décrit des années après l'arrêt du tabac. C'est ce qui peut faire d'ailleurs le fait que la récidive reste fréquente de rechute du tabac, y compris quelques années après un sevrage très bien conduit. Voilà, donc ça au niveau de cette envie de fumer, elle pourra apparaître aussi dans des rêves, des personnes qui disent « je ne fume plus depuis des années, je rêve, je suis en train de fumer, que se passe-t-il » Il ne faut pas s'inquiéter de ça, il faut le laisser venir comme une pensée qui arrive, quelque chose qui a été important à un moment donné de sa vie, et on s'est libéré de ça, et voilà, passer tranquillement à autre chose à ce moment-là. Ce sont des envies qui restent fugaces par la suite, une fois que le sevrage tabagique, que l'arrêt du tabac, que la libération s'est bien faite, qui en général dure quelques mois. Voilà, on dit en moyenne à peu près 6 mois, grosso modo, dure le temps d'un sevrage accompli, mais l'envie du tabac diminue quand même. Les pensées se font plus distantes, et aussi en fonction de la manière dont on se fait aider par rapport à cet arrêt du tabac. Et l'environnement a encore son importance. Si on est plus entouré de fumeurs, de non-fumeurs, l'environnement a un rôle important là-dedans aussi. Très bien. Je pense que c'était très clair aussi. On peut peut-être
Voir un petit sujet d'actualité avec vous, justement, docteur Gourrier-Fréry, on entend beaucoup de choses actuellement entre le coronavirus et le tabac. Quel est l'état des lieux à ce jour? Est-ce que le tabac protège-t-il du coronavirus? Alors, c'est une question effectivement qui s'est posée à partir d'observations ponctuelles et initialement chinoises, de données hospitalières, de petites séries où on observait qu'il y avait moins de fumeurs parmi les personnes qui arrivaient au niveau de l'hôpital qui étaient contaminées. Des études sont encore en cours pour voir s'il pourrait y avoir un rôle de la nicotine ou d'autres substances sur une moindre contamination qui pourrait être liée à ça. Mais ces études ont énormément de biais encore à l'heure actuelle et on n'a pas une réponse claire et déterminée par rapport à ça. Là où on a une réponse claire et déterminée, c'est qu'en revanche, lorsqu'on est atteint de Covid et que l'on est fumeur, les risques d'évolution vers une forme plus grave et vers une mortalité accrue sont là et bien là. Et ça, toutes les dernières données scientifiques, les méta-analyses qui ont été réalisées le montrent de façon formelle, comme d'ailleurs d'autres virus qui atteignent les voies pulmonaires. C'est ce qu'on connaissait déjà par ailleurs. Donc, il est clair et bien clair que le tabagisme doit être traité avec efficacité, détermination. Et n'oublions pas, le tabagisme fait plus de 72 000 décès par an en France. Actuellement, la Covid vient de passer la barrière des 48 000 décès cette année. Donc, on voit ça. En termes d'hospitalisation, nous sommes à environ 200 000 hospitalisations liées au Covid là. Rien que pour les maladies cardiovasculaires par an, c'est 250 000 hospitalisations qui sont faites pour des problèmes cardiovasculaires directement liés au tabac. Pas tout problème cardiovasculaire, mais ceux directement liés au tabac. Et pour la BPCO, par exemple, la bronchite chronique que l'on observe chez les fumeurs, ce sont près de 80 000 hospitalisations chaque année. Donc, le tabac doit être traité et penser que si l'on est atteint de Covid, ça donnera une forme plus grave. Merci beaucoup pour cet état des lieux. Donc effectivement, même en période de Covid, il faut donc arrêter de fumer. Il ne faut pas hésiter à se sevrer du tabac. Docteur Berlin, certains patients fument depuis des dizaines d'années et du coup, certains ont très peur d'arrêter de fumer. Qu'est-ce que vous leur répondez pour motiver leur sevrage? Il faut arrêter de fumer. C'est ce qu'on a commencé à fumer il y a longtemps ou il y a peu de temps. Il n'y a aucune raison de fumer. Le bénéfice de l'arrêt emporte carrément sur n'importe quel risque de continuer à fumer. La question ne se pose même pas. C'est un objectif individuel qui doit être valable pour tous les fumeurs. Docteur Rupert, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur les traitements qui sont validés pour le sevrage et ensuite on reverra ensemble tous ces traitements? Donc au niveau médicaments, il y a deux types de traitements qui ont montré leur efficacité. Donc c'est d'une part les substituts nicotiniques. Donc on va apporter au cerveau la nicotine parce qu'on est d'accord, dans la cigarette, le fumeur, il fume parce que le cerveau veut sa dose de nicotine, mais c'est la fumée qui rend malade. Donc l'objectif, c'est d'apporter la nicotine et autrement, donc par patch, par gomme, par pastille, par inhaleur. Le deuxième type de médicament qui a montré son efficacité, c'est la varénicline. Donc, c'est un médicament qui se prend en comprimé, qui va, lui, bloquer les récepteurs à la nicotine au niveau du cerveau. On en parlera un tout petit peu de la cigarette électronique, qui peut être une option, mais qui aujourd'hui n'a pas encore démontré sa place dans le traitement de l'arrêt du tabac. Ce qui est sûr, c'est qu'en complément de ce traitement médicamenteux, le suivi en consultation de tabacologie pour apprendre un nouveau comportement
d'anciens fumeurs, ça a montré son efficacité. Et alors justement, pour arrêter de fumer, est-ce que vous conseillez d'arrêter la cigarette d'un coup ou est-ce qu'il vaut mieux l'arrêter progressivement? D'abord, ce qui est certain, pour avoir un bénéfice au niveau de la santé, il faut arrêter complètement la cigarette. Donc après, il faut savoir comment y arriver. Et un fumeur qui fume depuis très longtemps, ben c'est presque comme une séparation et il va se fixer des étapes progressives. Donc c'est comme une montagne, il y a des paliers et donc souvent c'est plus facile de passer par palier et donc de passer par une réduction progressive. L'objectif, c'est l'arrêt complet. Docteur Berlin, du coup, sur les techniques, sur les différents traitements qu'on a de substituts nicotiniques sur le marché, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur leurs différences entre ces substituts nicotiniques? Les substituts nicotiniques regroupent les médicaments qui contiennent la nicotine, le même produit qui est responsable de la dépendance au tabac, et on remplace la nicotine de la cigarette ou de toutes sortes de tabac par la nicotine qu'on peut délivrer dans les pharmacies. Donc on a deux types de substituts nicotiniques. Les timbres ou patchs nicotiniques qui délivrent la nicotine sur 16 heures ou sur 24 heures et on colle sur la peau. Les autres, c'est des formats qui font absorber la nicotine à travers la muqueuse buccale et qui donnent un effet immédiat ou presque immédiat, certainement plus lent qu'avec la cigarette, mais permettent de substituer les cigarettes ponctuellement qu'on a une envie de fumer ou on a des symptômes de sevrage qui émergent brusquement. Très souvent, on associe, et de plus en plus, ces deux formes d'administration de nicotine, c'est-à-dire on va coller un patch sur la peau et on va dire que vous utilisez en parallèle des formes à absorption buccale qui sont les gommes, les comprimés associés à la nicotine, le spray buccal ou l'inhaleur. Vous avez parlé des patchs, vous en avez dit qu'il y avait deux sortes de patchs, les patchs de libération sur 16 heures ou 24 heures. Justement, comment on va choisir quel type de patch on doit utiliser et surtout combien de temps il met le patch finalement à agir? Effectivement, on a deux types de timbres nicotiniques. Le premier type, c'est sur 24 heures, donc on colle le patch sur la peau et le patch va délivrer progressivement sur 24 heures. Donc, si on garde sur la peau toute la journée, la nicotine et le lendemain matin, il va y avoir une concentration plasmatique nicotinique, c'est-à-dire un peu de nicotine dans le sang, qui permet de ne pas se jeter le lendemain matin à la première heure aux cigarettes. Les timbres qui délivrent la nicotine pendant 16 heures, on met le matin par exemple, on enlève au coucher, ça couvre essentiellement l'éveil, c'est-à-dire la journée pendant qu'on ne dort pas. C'est individuel qui préfère l'un ou l'autre et il faut voir avec votre médecin traitant, votre tabacologue, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. D'accord, donc se faire conseiller également. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque les patchs ne marchent pas ou que par exemple, si on ne tolère pas les patchs à cause de rougeur, à cause de démangeaisons, qu'est-ce que vous conseillez à vos patients dans ces cas-là? Il faut séparer la question les patchs ne marchent pas, c'est-à-dire il n'y a pas d'efficacité. On est tout le temps, on souvent des envies de fumer, on a des symptômes liés à l'insuffisance d'apport nicotinique et les effets indésirables qui sont dus à l'utilisation. Les effets indésirables sont mineurs avec les timbres, des irritations de la peau, voire une réponse allergique. Dans ce cas-là, on peut changer de marque ou, si ça ne marche pas, il faut trouver une autre solution d'apport nicotinique suffisant. L'efficacité, c'est une autre question. C'est-à-dire les timbres seuls, souvent les gens viennent en disant j'ai un timbre, mais j'ai toujours fumé 2-3 cigarettes parce qu'il me faut ces 2-3 cigarettes. Dans ce cas-là, on ne parle pas d'inefficacité, on parle d'une efficacité partielle et on peut compléter cette
efficacité partielle par les formes nicotiniques à absorption buccale pour éliminer les cigarettes restantes. D'accord. Donc justement, docteur Rupert, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la place et les différents substituts nicotiniques oraux que l'on peut utiliser? C'est intéressant de combiner les deux, d'avoir un traitement en permanence qui apporte la nicotine, quelle que soit la situation, et puis un traitement à diffusion plus rapide. Donc, ça peut être les pastilles, les gommes, l'inhaleur, le spray, en fonction de l'envie de chaque fumeur. Et donc, qu'on va prendre lorsqu'on a envie de cigarette. Et c'est vrai que la cigarette, il y a une dépendance physique qui est liée à la nicotine, mais c'est aussi un comportement. Ça permet de gérer les émotions. C'est associé au plaisir après les repas. Et donc, de reproduire ce comportement avec les substituts oraux peut être utile. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces substituts sont plutôt buccaux, parce que la nicotine passe à travers la muqueuse de la bouche. Donc, il faut mâcher 2 fois, puis laisser reposer la gomme contre les muqueuses de la bouche. Si on la mâche comme une gomme classique, on libère toute la nicotine et les gens, ils ont mal au ventre. Donc, du coup, voilà, il y a des petits conseils d'utilisation. Il y a des grosses pastilles, des petites pastilles, des goûts en fonction des envies de chaque fumeur. Et il faut trouver celui qui vous convient le plus. Merci. Tout à l'heure, le docteur Berlin disait qu'on pouvait fumer en même temps que l'on portait un patch. Docteur Rupert, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un risque justement de fumer avec les substituts nicotiniques? On est d'accord, l'objectif, c'est l'arrêt de la cigarette. Ce qui est dangereux, c'est la fumée. La nicotine rend dépendant, mais ce n'est pas la nicotine qui rend malade. Donc, la seule chose qui peut vous arriver si vous fumez trop avec le patch et les substituts oraux, c'est que comme si vous aviez trop fumé, vous sentez un peu barbouillé, nauséeux, vaseux, mais il n'y a rien de grave. Et ça ne veut pas dire que le patch est forcément trop dosé, c'est qu'il faut arrêter la cigarette. Donc, il y a des risques liés à la cigarette, il n'y a pas de risque lié au traitement de substitution nicotinique. Je me tourne vers le pharmacologue, là, le docteur Berlin, puisque vous venez de dire, là, docteur Rupert, que la nicotine rend dépendant. Donc, du coup, docteur Berlin, est-ce qu'on peut devenir dépendant aux substituts nicotiniques? Comme ça a été dit précédemment, on devient dépendant ou addict à la nicotine à l'âge du traitement de substitution nicotinique. On substitue la nicotine du tabac et on continue à l'utiliser parce qu'on a cette dépendance sous-jacente qu'on a acquise à l'âge jeune. Il faut savoir aussi que les symptômes que les fumeurs disent positifs, fuir les symptômes qui surviennent à l'arrêt, toutes sortes de symptômes, y compris la fatigue, qui est aussi un des symptômes d'arrêt, et c'est pour ça qu'on sent qu'on arrête de fumer. On peut améliorer cette fatigue avec la cigarette, redevenir utilisateur de cigarettes, mais on peut réduire aussi en utilisant des substituts nicotiniques. Et du coup, effectivement, vous avez parlé du plaisir qu'on peut avoir en fumant, du faux plaisir, et de cette sensation de bien-être que peuvent ressentir les fumeurs. Certains fumeurs peuvent rechercher aussi un effet, on entend dire, d'effet antidépresseur de la cigarette. Justement, docteur Rupert, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette sensation de bien-être qu'on peut avoir en fumant, et surtout, est-ce qu'on peut avoir un syndrome dépressif, une dépression, en arrêtant de fumer? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une intrication forte entre le moral et le tabagisme. Et chez certains fumeurs, et heureusement pas chez tous les fumeurs, la cigarette peut parfois être un outil dans la gestion du stress et ou une béquille pour le moral. Ce qui est certain, c'est que l'arrêt de la cigarette est bénéfique aussi sur le moral. Mais sur le coup, lorsqu'on enlève une béquille, on peut révéler une dépression sous-jacente. Mais c'est que ce n'est pas la bonne béquille, donc ce n'est pas le meilleur traitement, la cigarette, c'est qu'il faut un autre traitement. Et donc, malgré les éventuelles dépressions ou difficultés de morale, il faut persévérer et arrêter de fumer.
Merci. Et du coup, dans certains traitements pour aider au sevrage tabagique, on parle beaucoup de la varénicline. Est-ce qu'il y a un risque de dépression qui est majoré avec ce traitement médicamenteux? Donc, la varénicline est un traitement très intéressant qui bloque les récepteurs à la nicotine. Aujourd'hui, les résultats sont très rassurants et donc il y a eu une large étude qui a été faite à la fois chez des patients avec des problèmes psychiatriques comme chez des fumeurs sans problème psychiatrique et ils ont montré qu'il n'y avait pas plus de complications neuropsychiatriques sous Champix, donc la varénicline, par rapport au placebo. Donc le traitement, c'est un traitement qui est sécure, qu'on peut utiliser, qui est efficace, qui est aujourd'hui recommandé en deuxième intention après l'échec des substituts nicotiniques. Après, pour bien supporter le traitement, il faut le prendre avec une collation le matin et le soir et prendre le traitement du soir pas trop tard parce que sinon, il peut y avoir un impact sur le sommeil. Je vous propose maintenant qu'on aborde les produits annexes pour l'aide au sevrage tabagique. Du coup, forcément, le premier produit là, qui nous vient en tête, Dr Berlin, c'est la cigarette électronique. Actuellement, le marché de la cigarette électronique est en pleine croissance. Est-ce vraiment un outil validé pour le sevrage tabagique? Je pense que ça peut être un outil. Je ne peux pas dire que c'est un outil validé. Donc, certains fumeurs, en utilisant la cigarette électronique, peuvent arrêter complètement de fumer. Et d'autres, et c'est la majorité malheureusement, continuent à utiliser des cigarettes en même temps que vapoter. On n'a pas une vue claire sur l'efficacité réelle de la cigarette électronique avec ou sans nicotine par rapport à nos traitements habituellement utilisés sur prescription ou en vente libre, donc les substituts nicotiniques ou la varénicline. C'est-à-dire, chez moi, ça a marché. Et le cas général, est-ce que ça marche en majorité chez tout le monde? Il y a des personnes chez qui ça marche, et donc on suggère de continuer puisque ça marche, et chez d'autres personnes, c'est un échec. Donc on ne peut pas voir clairement à partir des cas individuels. Mais si vous aimez utiliser et si vous restez abstinent tabagique, alors je dirais oui, il faut continuer. Merci. Justement, vous nous dites que ce n'est pas encore un outil qui est validé ou c'est démontré. Est-ce qu'il y a des essais, est-ce qu'il y a des recherches en cours justement pour évaluer l'impact ou l'intérêt de la cigarette électronique? Effectivement, puisqu'on ne voit pas très clair concernant l'efficacité dans le sevrage tabagique de la cigarette électronique, nous menons une étude nationale majeure, comme on appelle une étude pivot, qui compare l'efficacité de la cigarette électronique à son placebo et à la varénicline. Cette étude est menée dans plusieurs villes du pays et si vous souhaitez participer, donc si vous êtes fumeur et vous souhaitez participer à cette étude de sevrage tabagique avec la cigarette électronique, vous êtes bienvenu. On va vous donner plus tard les coordonnées de l'étude. Merci. Du coup, docteur Rupert, est-ce que la cigarette électronique est-elle sûre? Est-ce qu'on a des données de tolérance? Là, c'est sur la casquette du pneumologue finalement qui va pouvoir répondre. Donc, je pense qu'il faut d'abord comparer ce qui est à comparer. Donc, nos poumons sont faits pour respirer de l'air propre et pur. Ça, c'est certain. Donc, la cigarette électronique, ce n'est pas pour les non-fumeurs. Pour les fumeurs, le plus important, c'est qu'ils lâchent la fumée. Et si on compare la cigarette électronique à la cigarette, dans la cigarette, il y a la combustion, c'est un gaz comportant plein de carcinogènes différents. Dans la cigarette électronique, donc c'est un nid liquide qui est chauffé, qui passe en vapeur et donc qui contient la nicotine. Donc les personnes restent dépendantes à la nicotine, mais il n'y a pas les goudrons et tous ces produits. Vous vous rappelez l'année dernière, l'épidémie brutale de maladies pulmonaires inexpliquées chez les jeunes Américains à la vape. C'était très impressionnant, mais tout dépend de ce qu'on met
dans l'e-liquide. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces jeunes vapotaient des e-liquides contenant du THC, du tétrahydrocannabidiol, donc des produits achetés sur un marché illégal et qui étaient coupés avec une huile qui s'appelle l'acétate de vitamine E. Donc l'acétate de vitamine E, c'est très bien pour la peau, pour les cheveux. En revanche, chauffer, inhaler dans le poumon, c'est la catastrophe. Donc, les conseils, c'est la vape, c'est une option pour les fumeurs, ce n'est pas une option pour les non-fumeurs et surtout pas chez nos jeunes. Si vous vapotez, prenez un produit aux normes AFNOR que vous achetez dans nos boutiques. Et aujourd'hui, ces e-liquides sont surveillés et on ne connaît pas d'effet néfaste à long terme. Merci. Du coup, on a encore parlé là de dépendance finalement à la nicotine, de dépendance à la cigarette électronique. Docteur Berlin, est-ce que en vapotant, est-ce qu'on maintient une dépendance à la cigarette finalement? Est-ce que ça ne sera pas une autre addiction qu'on aura et dont il faudra se défaire plus tard? Comme on a dit tout au début, la dépendance au tabac est une maladie acquise. Et donc, on satisfasse cette dépendance par la cigarette, par la nicotine substitutive ou par la cigarette électronique contenant la nicotine, ça revient au même. Donc, on ne crée pas une nouvelle dépendance nicotinique. Effectivement, progressivement, une partie des personnes qui utilisent la cigarette électronique réduisent le contenu en nicotine et arrivent à ne pas mettre de nicotine dans le liquide. Pour cela, progressivement et certainement, la dépendance nicotinique va disparaître. Il reste la partie comportementale, le gestuel, l'occupation de la relation même bouche, la vue de la vapeur. Donc, c'est caractéristique plutôt comportementale que pharmacologique. On va aller vers un autre sujet finalement qui est souvent associé à la cigarette, sur le cannabis. Docteur Rupert, sur le cannabis et le poumon, la première question, c'est de savoir déjà si les joints sont toxiques pour le poumon, autant que la cigarette. Est-ce que c'est plus toxique, moins? Oui, c'est vrai, je me rappelle d'un jeune qui m'expliquait qu'il fumait un joint bio. Maintenant, on est tous d'accord, pour le poumon, ce qui est dangereux, c'est la fumée. Et du moment où il y a un feu, dans la cigarette, il y a un feu, le joint, c'est une combustion, il y a un feu, donc c'est dangereux. La particularité du joint, c'est que le THC, un des composants du joint, est bronchodilatateur, donc on inhale plus profondément. Les bouffées du joint, c'est des bouffées plus importantes, donc on s'attend à une toxicité plus importante pour le poumon et on considère qu'un joint égale, en fonction de la taille, entre 2 et 4 cigarettes. Les effets néfastes sur le poumon sont difficiles à démontrer parce que les fumeurs de cannabis sont aussi des fumeurs de tabac, mais on s'attend à autant de cancers du poumon et de bronchite chronique. Merci. Alors justement, c'est souvent les fumeurs de tabac sont des fumeurs de joint. Et donc, si les patients veulent arrêter uniquement la cigarette et qui veulent fumer leur joint, mais qu'est-ce que vous leur conseillez en fait dans ces cas? Donc pour le poumon, pour la santé, en général, il faut arrêter toute combustion. Après, au niveau des joints, donc, ils sont constitués de résine, rarement de feuilles de cannabis, mélangées au tabac. Des joints sans tabac, il n'y en a pratiquement pas. Donc, garder un joint maintient la dépendance dans la nicotine et un risque majeur de reprise de la Sur cigarette. les thérapies alternatives pour finir cette conférence, puisque je pense que c'est important également de donner voilà, quel est votre ressenti sur l'utilisation des thérapies alternatives, comme notamment l'hypnose, l'acupuncture, la méditation dans le sevrage tabagique. Docteur Rupert, si vous pouvez nous donner quelques précisions. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que la cigarette, c'est une maladie à la nicotine. Donc, le plus important, c'est de substituer cette nicotine par patch, pastille, gomme, varenicline et ou vape, et tout peut se combiner. Après,
certaines personnes, la cigarette, il y a aussi un moyen de gérer le stress. Et donc, l'acupuncture, la méditation, l'hypnose permet de travailler sur ces émotions, mais c'est des traitements qui n'ont aujourd'hui pas montré leur efficacité et qui doivent être associés aux traitements qui, eux, ont montré leur efficacité. Très bien, mais je pense qu'on va clore cette conférence justement sur le sevrage tabagique. Merci à vous quatre.